Soldats du 5e, reconnaissez-moi. S'il est parmi vous un seul homme qui veuille tuer son empereur, il peut le faire. Me voilà. Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France. Adieu. Il est resté immobile depuis ce moment jusqu'à 5h49 du soir, qu'il a rendu son dernier soupir. C'est dans les temps difficiles que les grands hommes déploient toute l'énergie de leur caractère et deviennent un objet d'admiration pour la postérité. Il a été le plus grand ennemi de l'Angleterre, et aussi le mien. Mais je lui pardonne tout. À la mort d'un grand homme, nous ne serions éprouvés que recueillement et regret. Le 5 mai 1821 à 17h49, Napoléon meurt à l'âge de 51 ans sur l'île de Sainte-Hélène. Chateaubriand dira qu'il venait de rendre à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Napoléon, prisonnier des Anglais, s'est éteint après 6 ans de déportation sur un rocher perdu au milieu de l'océan. 6 longues années, pendant lesquelles il n'aura de cesse de façonner son histoire et de construire sa légende pour la postérité. L'infortune seule manquait à ma renommée. J'ai porté la couronne impériale de la France, la couronne de fer de l'Italie. Et maintenant, l'Angleterre m'en a donné une autre plus grande encore et plus glorieuse. Celle portée par le Sauveur du monde. Une couronne d'épines. Napoléon, le crépuscule de l'aigle, une série réalisée par Frankistas et Pierre de Valais. 3e épisode, le piège. Napoléon, après la terrible défaite de Waterloo, pensait pouvoir relever une armée et repartir en campagne contre les Alliés qui arrivent aux frontières. Les Chambres s'opposent violemment à ses ambitions guerrières et il doit abdiquer. Forcé de quitter Paris et la France, Napoléon pense pouvoir aller aux États-Unis, mais à son arrivée avec sa suite à Rochefort, des bateaux anglais bloquent la rade. Imprévisible, refusant de tenter l'aventure en forçant le passage, Napoléon décide de se rendre à son ennemi de toujours, l'Angleterre. Le général Montholon, qui suit Napoléon dans l'exil, assiste à ce moment unique dans l'histoire de France. Le 15 juillet, à la pointe du jour, l'empereur, revêtu de l'habit vert de colonel des chasseurs de la garde et l'épée au côté, quitta l'île d'Aix et s'embarqua dans le canot de l'Épervier, qui devait le transporter à bord du Bellerophon. Et Napoléon va demander l'asile politique, il va monter à bord du Bellerophon et il va se présenter au capitaine Maitland, donc le 15 juillet, et lui demander de l'amener en Angleterre pour qu'il puisse, là aussi, se présenter devant le prince-régent, demander l'asile politique. Charles-Éloi Vial, historien, auteur de Napoléon, la certitude et l'ambition. Alors, le capitaine Maitland n'est pas naïf. Il sait que toute la Royal Navy est en alerte depuis plusieurs jours, que l'on cherche frénétiquement Napoléon pour l'arrêter. Il va être prudent, il ne va pas s'engager. Il va dire que, à son avis, il serait très surprenant que sa requête ne soit pas entendue et que, naturellement, Napoléon peut s'installer à bord. Il va lui rendre les honneurs réservés au souverain. Et ça n'est qu'une fois arrivé en rade de Plymouth, devant les falaises anglaises, que Napoléon va apprendre qu'en réalité, ce qui a été décidé à Londres, ça n'est pas de l'accueillir sur le sol anglais, mais c'est de l'envoyer très, très, très loin. Napoléon décide de se rendre aussi parce que... Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon. On peut le dire, le capitaine anglais du Bellerophon lui a menti. L'a-t-il fait sciemment ou non ? On peut penser quand même qu'il l'a fait sciemment. En dépit de ses dénégations postérieures, le capitaine Maitland a attiré Napoléon dans un piège. Lorsque Napoléon monte à bord du Bellerophon, il est accueilli en souverain. Il y a un service d'honneur, on lui donne la plus belle cabine, et au fond, il peut se dire que tout se passe comme prévu. C'est-à-dire, je suis bien accueilli, je suis bien installé, donc on va m'emmener en Angleterre, et puis on va m'installer, je ne sais pas, dans un cottage de la campagne anglaise, où je coulerai des jours heureux à vivre en bourgeois. À ce moment-là, Napoléon ne se doute pas que le piège est en train de se refermer. Le capitaine Frédéric Lewis Maitland, qui commande le Bellerophon, a laissé dans ses mémoires un précieux témoignage sur le comportement de Napoléon à bord de son bateau dans les premières heures, les premiers jours, après qu'il soit monté à bord. À son arrivée à bord du Bellerophon,
Il fut reçu sans aucun des honneurs qui se rendent généralement aux personnes d'un rang élevé. La garde fut mise en haie sur le devant de la dunette, mais elle ne présenta point les armes. On n'avait donné aucune instruction sur la manière dont on devait le considérer. Quand Bonaparte fut sur le pont, il eut l'air de regarder avec beaucoup de plaisir les soldats de marine. Il parcourut leurs rangs, inspecta leurs armes et loua leur tenue en disant Que de choses on pourrait faire avec 100 000 soldats comme ceux-ci. Il demanda quel était le plus ancien soldat, s'approcha de lui et lui parla. Bonaparte fit ensuite faire de l'exercice à la garde. Il fit quelques remarques sur la différence dans la manière de charger à la baïonnette entre nos troupes et celle des Français. Il trouva défectueuse notre manière de fixer la baïonnette au fusil. Les Anglais sont donc parvenus à attirer Napoléon sur le Bellérophon et étonnamment, l'ambiance est plutôt décontractée entre Anglais et Français. Napoléon est confiant, certain de pouvoir finir ses jours tranquillement dans la région de Londres. Bonaparte s'amusait assez ordinairement à jouer aux cartes après le déjeuner. Le jeu était le 21 et tout le monde y prenait part, excepté moi. Il me proposa de jouer aussi, mais je lui dis que je n'avais pas d'argent, ayant opté pour règle de laisser tout à ma femme quand j'allais à la mer. Ça le fit beaucoup rire, et avec une grande affabilité, il offrit de me prêter quelque chose et de me faire crédit jusqu'à ce que nous arrivassions à Londres. Mais derrière ces apparences de croisière, Napoléon, toujours aussi imprévisible aux yeux des Anglais, fait l'objet d'une surveillance de tous les instants. Le capitaine du Bellérophon, Maitland, en fait, s'inquiète de Napoléon à bord. Pierre Brandat, historien, auteur de Napoléon à Sainte-Hélène. Il a peur qu'il puisse se jeter à l'eau, etc. Donc quand il ne le voit pas de quelques heures, il demande à un de ses aspirants de marine d'aller se pencher sur la vergue arrière pour essayer de, comme ça, dans une position très inconfortable, d'apercevoir Napoléon par les volets de la dunette arrière. Parce qu'en fait, il peut pas visiter Napoléon. Alors il va quand même s'en sortir parce que il va envoyer l'un de ses domestiques qui va prétendre avoir oublié quelque chose dans la cabine. Donc pour voir si Napoléon était encore là, parce que on l'entendait plus. Et Napoléon... Il faut comprendre qu'on est avec des gens qui se disent, voilà, avec lui, tout est possible. Et qui sont en permanence sur le qui-vive parce qu'ils ne sont jamais tranquilles avec Napoléon. Et Maitland, qui a réussi à capturer Napoléon, il s'est livré à lui. Sa mission, c'est de l'amener à bon port, je puis dire jusqu'en Angleterre. Lui ne connaît pas la suite. Enfin, sa mission est là. Donc, il essaie d'abord que Napoléon se sente bien à bord de son navire, de le rassurer surtout pour pas qu'il y ait d'incidents en fait, pour pas qu'on ait un drame à bord. Enfin bon, il y a quand même des traditions maritimes aussi qui jouent. Tout un ensemble de choses qui font que les choses se passent très très bien jusqu'à ce qu'on arrive sur les côtes anglaises jusqu'au 31 juillet 1815 en fait. Si le capitaine du Bellérophon est inquiet, le gouvernement britannique l'est tout autant. Comment gérer ce prisonnier hors norme ? Sans compter qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, Napoléon a de nombreux admirateurs en Angleterre. Quand le Bellérophon fait escale à Plymouth, tout le monde veut apercevoir l'ancien maître de l'Europe. C'est quand même assez densément peuplé, il y a du monde, on est en plein été, il fait beau, la mer est calme. Donc on sait qu'il y a Napoléon, qui est l'homme le plus célèbre du monde, sur ce bateau. C'est un bateau qui va attirer du monde, c'est-à-dire que des barques vont se promener autour du Bellérophon. Napoléon sait bien que là, il y a un levier sur lequel ils peuvent jouer, qui est l'opinion publique. C'est-à-dire que si les Anglais l'aiment, si les Anglais font pression sur le gouvernement, cela peut peut-être changer son sort. Donc il va beaucoup se montrer, il va beaucoup se promener sur le pont du Bellérophon, il va agiter son chapeau et l'on sait qu'il va y avoir plus de 1000 barques qui tournent autour du navire en essayant de l'apercevoir. Donc il y a vraiment une forme de curiosité, d'engouement. On est quelques semaines après Waterloo, mais déjà Napoléon est un personnage de légende. La grande déconvenue pour le gouvernement britannique, c'est que tant que Napoléon est resté près des côtes anglaises, des foules entières se sont portées pour aller le voir, mais pas pour voir. Il y a sans doute eu des curieux pour apercevoir ce grand personnage, mais c'est surtout des partisans, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont venus l'acclamer, peut-être même plus qu'à Paris, ce qui est quand même singulier. Et en fait, à bord des barques, les gens ont loué des barques pour approcher les navires. Ils n'ont pas pu d'ailleurs parce que la marine britannique avait dispersé tout un certain nombre de canaux en filet de protection comme ça, pour empêcher qu'on puisse s'approcher trop près de navires. D'ailleurs, ils repoussaient si bien les canaux qui venaient qu'on a eu 3 noyés, 2 dames anglaises et un anglais. Encore d'autres victimes de déportation de Napoléon ZM, mais des Anglais. Et beaucoup d'entre eux portent un signe distinctif bonapartiste à la boutonnière, une violette. Donc c'est le signe de ralliement. Quand il paraît sur le pont et qui salue avec son chapeau, ce sont des vivats. En fait, la scène est absolument incroyable. Je veux dire, mais il
fortifie les craintes du gouvernement britannique aussi. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que, ils risquaient fort d'être dépassés par leur propre peuple, qui à un moment ou à un autre aurait peut-être fini par libérer Napoléon lui-même, ce qui aurait été, alors pour les Anglais, là, la pire des scénarios. Donc il faut vraiment que lui parte de l'Angleterre et paradoxalement, finalement, ça condamne aussi Napoléon qu'il faut vraiment déporter, mais vraiment très très loin. Quand Napoléon voit cette foule, il est satisfait. Il sait que l'Angleterre est divisée. Ça le conforte dans son idée. Il va pouvoir couler des jours heureux et paisibles en Angleterre. Il savait que, il y avait eu des partisans de sa personne, même des députés politiquement. L'Angleterre, il la connaît finalement. Il sait qu'elle est divisée parce que on a toujours, nous, en France, on rapporte toujours ces épisodes gaulois où nous sommes les champions de la dispute, etc., que nous sommes les seuls à avoir des querelles, etc. La France est un pays beaucoup moins fracturé que ne l'est le Royaume-Uni, qui en fait tout sauf uni, il est plutôt désuni, très désuni en fait. Il faut quand même comprendre que entre les nationalités qui existent, il y a de profondes différences, profonds antagonismes et même une haine entre Irlandais, Écossais, Gallois et Anglais. Les divisions politiques sont beaucoup plus prononcées en Angleterre que chez nous, sont assez vives et à l'époque entre libéraux et conservateurs. Et il y a d'autres aussi strates de conflit entre la marine, l'armée de terre. C'est assez divisé. Ça, Napoléon le sait. Et il va d'ailleurs essayer de jouer avec les divisions anglaises, de s'insérer dans le jeu politique anglais. Mais voilà, quand on dit les Anglais face à Napoléon, il faudrait nuancé. En fait, c'est le gouvernement de Lord Liverpool britannique qui est face à Napoléon. Tout le reste, y compris les officiers de marine ou de terre, sont beaucoup plus mesurés. Et en fait, la crainte des Anglais, c'est bien entendu Napoléon, mais c'est aussi leurs propres troupes, leurs propres soldats, leurs propres unités dont ils ne sont pas sûrs, que ce soit maritime ou terrestre. Donc en fait, on est comme ça face à une société anglaise fracturée et qui fonctionne par, évidemment, qui est encore nobiliaire. Un lord ne va jamais parler à quelqu'un du peuple. À bord du Northumberland, il faut savoir que Napoléon va briser les codes, va demander à ce que des sous-officiers viennent à sa table, c'est-à-dire à la table de l'amiral, puisqu'il partageait la table de l'amiral. Et ça, c'est un fait unique dans la marine anglaise. Dans la marine anglaise, les officiers qui sont nobles jamais partager leur table avec un sous-officier. So choking. C'est même pas envisageable. Donc quand Napoléon le fait, il brise les codes et évidemment il séduit. Parce que tous ceux qui sont en dessous de l'échelle, si je puis dire, en dessous de la noblesse, des lords et de cette oligarchie, parce qu'en fait l'Angleterre alors n'est pas une démocratie, c'est une oligarchie. En dessous de cette oligarchie, ils sont quand même les plus nombreux, ils se comptent en millions. Finalement, ils ont plus enclin à aimer un personnage comme Napoléon que leur propre chef. Dans l'entourage de Napoléon, on est inquiet. On ne partage pas son optimisme. Des bruits courent. On parle de l'île lointaine de Sainte-Hélène comme destination finale pour Napoléon. Marchand, le fidèle valet de chambre de l'empereur, n'ose pas rapporter ce qu'il a entendu. Les figures autour de nous avaient changé. Le mot Sainte-Hélène se faisait entendre. 2 factionnaires avaient été placés à la porte de la salle à manger. L'un d'eux me dit tout bas « No good for emperor, Sainte-Hélène ». Le maître d'hôtel m'en dit autant. Je gardais pour moi tout ce qu'avaient de triste ces communications. Tout se passe plutôt bien, Napoléon est assez content. Il est même très optimiste d'ailleurs, parce que des bruits circulent déjà de sa déportation à Sainte-Hélène. Il dit que ce sont des racontards de journalistes et qu'il ne faut pas en prendre, que c'est de la propagande, qu'il ne faut pas l'écouter. Donc en fait, il reste le plus optimiste de tous, parce que dans sa suite, on est quand même un peu encore partagé. Tout le monde n'a pas pu l'accompagner, mais enfin, il a encore autour de lui 25 Français à peu près. Et donc, il est conforté à croire qu'il va s'établir dans la banlieue de Londres. Napoléon était sincèrement persuadé que les Anglais allaient lui faire bon accueil. Ils allaient lui faire bon accueil parce qu'il y a une forme de respect pour l'ennemi vaincu. Donc, entre soldats, on se comprend et on se respecte. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il pensait qu'il avait le droit à un asile. Et il y a aussi la tradition immémoriale de l'entraide entre souverains malheureux. C'est-à-dire que, de même que par exemple Louis XIV avait accueilli Jacques II d'Angleterre après son exil, il se disait qu'un souverain détrôné peut toujours aller voir un souverain qui est encore en place et lui demander asile. Simplement, il oublie que Napoléon n'est plus considéré comme un général, il est considéré comme une sorte de hors-la-loi, comme un pirate, comme on le lit sur certains documents, et qui n'est plus considéré comme un souverain, que l'Angleterre refuse de reconnaître son titre impérial, donc il n'est plus qu'en fait qu'une sorte de délinquant qu'il faut emprisonner.
Napoléon a la puce à l'oreille sur le sort qui lui est réservé lorsque le Bellérophon, loin d'aller accoster dans un port, reste en haute mer, quoi. Là, je pense que lui et sa suite doivent commencer à se demander ce qui se passe. Enfin, à mon avis, ils comprennent assez vite ce qui doit se passer, d'où le début de ces négociations avec Lascas, Savary, etc. On contacte un avocat à Londres pour faire jouer l'habeas corpus, etc. Là, je crois qu'ils commencent à comprendre que les choses ne vont pas se dérouler comme elles le devaient. Puis alors, il y a aussi le fait que il n'est plus que le général Bonaparte, que on resserre un tout petit peu la surveillance, que lorsque la population anglaise embarque, vient l'acclamer, le bateau bouge pour aller plus loin, pour qu'on ne puisse plus venir l'acclamer. Donc tout ça, si je puis dire, commence à sentir un peu mauvais, et les choses vont être confirmées assez rapidement. Napoléon se doutait probablement que quelque chose allait se passer, mais quand même, l'annonce qui lui est faite est pour lui un choc. À Londres, on a déjà tranché. Il est décidé de déporter Napoléon à Sainte-Hélène. Le Premier ministre Lord Liverpool est convaincu que cette île lointaine et totalement isolée est le meilleur endroit pour garder Napoléon. Sainte-Hélène est l'endroit du monde le mieux choisi pour enfermer un tel personnage. À cette distance, dans ce lieu, toute intrigue sera interdite. Et éloigné de l'Europe, il sera promptement oublié. Celui qui a pris la décision, c'est Lord Liverpool, le Premier ministre. Il l'a prise seul, il faut le savoir. Il l'a prise même avant de savoir que Napoléon s'était rendu à sa flotte. Pierre Brandin. Et donc, il l'a pris pour 3 raisons. Il a choisi Sainte-Hélène parce que c'est une île lointaine, que l'on peut bien garder, donc pour une question de sécurité tout d'abord. Ensuite, deuxième raison, qui est très importante pour lui et pour les Anglais, c'est que l'île de Sainte-Hélène étant une propriété de la Compagnie des Indes, il n'y a pas l'habeas corpus. Et les Anglais ont une peur juridique, une crainte juridique que Napoléon puisse recruter un avocat et contester sa détention parce qu'ils ne sont pas à l'aise juridiquement avec cette solution. Et la justice est ce qu'elle est, elle peut très bien elle aussi être imprévisible. Donc ils refusent absolument que Napoléon puisse être défendu ou puisse avoir le moindre droit juridique. Donc en fait, le but des Anglais en envoyant Napoléon à Sainte-Hélène, c'est avant tout de contourner leur propre loi en fait. Et la troisième raison, c'est qu'on pense qu'en l'éloignant comme ça, il ne pourra plus parler, il ne pourra plus communiquer. Parce que Lord Liverpool écrit très directement qu'il se méfie des sentiments de son peuple. Il ne parle pas des autres peuples, il parle de son peuple à lui, de son opinion publique qui en grande partie, il le sait, est favorable à Napoléon, pour un certain nombre de raisons. Donc il dit, je me méfie de ses sentiments. Donc en fait, Napoléon si loin, on l'oubliera vite parce qu'il est tellement loin, et là ils vont se tromper lourdement. Mais il y a plusieurs raisons, il n'y a pas seulement une raison militaire à Sainte-Hélène, parce que dans le fond, terre perdue en Écosse avec un château, on aurait pu très bien aussi militairement se défendre. Mais non, on cherche à éloigner véritablement de Napoléon parce que juridiquement, on craint la justice anglaise, et on craint aussi le discours et le verbe Napoléon, qu'on sait incisif et porteur. Les Anglais s'occupent du sort de Napoléon tout d'abord parce qu'on sait que Napoléon part sur mer, donc ça sera forcément à la Royal Navy de le prendre en charge à un moment. Charles-Éloi Vial. On sait aussi que l'empereur d'Autriche n'a pas envie de retenir son gendre prisonnier. Louis XVIII n'a aucune envie d'avoir Napoléon prisonnier également. Il le considère comme un sujet rebelle. Les Prussiens risqueraient de le fusiller et ça créerait un scandale. Donc finalement, autant qu'il aille en Angleterre, c'est-à-dire que la Royal Navy l'a déjà à bord d'un de ses navires, donc on peut très bien ensuite choisir une destination dans une des innombrables colonies ou possessions anglaises dans le monde entier et l'y envoyer pour l'oublier. Et finalement, c'est un rôle que les Anglais acceptent très volontiers, parce que ça leur donne de l'importance, ça leur confère un certain prestige. Ils ont Napoléon en otage, ils peuvent toujours d'ailleurs s'en servir comme un moyen de pression face aux autres puissances européennes. Et enfin, ils ont été tellement échaudés par ce départ de l'île d'Elbe qui se disent mieux vaut qu'on le surveille nous-mêmes. Des officiels britanniques montent à bord du Bellérophon pour lui annoncer sa déportation. Napoléon encaisse, mais le choc est immense. L'île de Sainte-Hélène a été choisie comme future résidence du général Bonaparte. Son climat est sain et sa situation locale permettra qu'on y traite avec plus d'indulgence qu'on ne le pourrait faire ailleurs, vu les précautions indispensables pour s'assurer de sa personne. Il est permis au général Bonaparte de choisir parmi les personnes qui l'ont accompagné en Angleterre 3 officiers, lesquels, avec son chirurgien,
auront la permission de l'accompagner à Sainte-Hélène et ne pourront point quitter l'île sans la sanction du gouvernement britannique. Napoléon apprend la nouvelle de sa déportation à Sainte-Hélène le 31 juillet. Ça fait depuis quelques jours que la nouvelle commence quand même à se savoir. Déjà à Londres, on commence à en parler, et même les marins à bord du Bellérophon commencent à se douter qu'il ne va pas être autorisé à débarquer. Napoléon sent bien qu'il y a un problème, puisqu'on ne l'a pas laissé mettre pied à terre, qu'on n'a pas laissé Gourgaud apporter son message. Il sent qu'il y a un piège, il sent qu'il y a quelque chose. Simplement, il est dans l'expectative. Il ne sait pas à quelle sauce il va être mangé, et il va attendre donc le 31 juillet. Et là, on lui envoie quand même un représentant officiel qui va lui annoncer la nouvelle de sa déportation à Sainte-Hélène. Et apparemment, Napoléon l'apprend et lâche une sorte de flot d'injures en italien absolument furieux. Alors, quand les officiels britanniques se présentent à lui, Lord Bunbury, le sous-secrétaire d'État à la guerre et aux colonies, se présente à lui et lui annonce qu'en fait, le gouvernement britannique a choisi pour lui une déportation à Sainte-Hélène. Pour lui, c'est un choc considérable. En fait, il s'y attend absolument pas. Comment Napoléon a-t-il pu faire preuve de tant de naïveté en se rendant à son pire ennemi ? Il n'a en tout cas pas vu le piège se refermer sur lui. Il proteste, mais ça ne servira à rien. Il est bel et bien prisonnier et n'est plus maître de son destin. Je proteste solennellement ici, à la face du ciel et des hommes, contre la violence qui m'est faite, contre la violation de mes droits les plus sacrés, en disposant par la force de ma personne et de ma liberté. Je suis venu librement à bord du Bellérophon. Je ne suis point prisonnier, je suis l'hôte de l'Angleterre. J'en appelle à l'histoire. Elle dira qu'un ennemi qui fit 20 ans de guerre au peuple anglais vint librement, dans son uniforme, chercher un asile sous ses lois. Mais comment répondit-on en Angleterre à une telle magnanimité ? On feignit de tendre une main hospitalière à cet ennemi, et quand il se fut livré de bonne foi, on l'immola. L'idée seule me fait horreur. Être relégué pour la vie dans une île entre les tropiques, à une distance immense de tout continent, privé de toute communication avec le monde et de tout ce qu'il renferme de chair à mon cœur. C'est pis que la cage de fer de Tamerlan. Je préférerais qu'on me livrât aux Bourbons. Entre autres insultes, ils m'appellent général. Ils n'ont pas le droit de m'appeler général. S'ils ne me reconnaissent pas comme empereur, ils doivent me reconnaître comme premier consul. Autant aurait valu signer tout de suite mon arrêt de mort, car il est impossible qu'un homme de mon tempérament et de mes habitudes puisse vivre longtemps dans un pareil climat. Après un moment d'abattement, Napoléon reprend assez rapidement de l'énergie. Pierre Brandin. Il a évoqué avec Lascaz le suicide. Il dit à Lascaz, dans le fond, parce qu'il emmène avec lui des domestiques à nouveau, 3 officiers, un secrétaire, Emmanuel Lascaz, le futur auteur du mémorial. Mais bon, il sait aussi que, si la nouvelle a été difficile pour lui, elle a été aussi difficile pour ses compagnons. Fanny Bertrand, qui est l'épouse du général Bertrand, a voulu se jeter à la mer. On l'a retenu in extremis. Donc il va se dire que la nouvelle de la déportation à Sainte-Hélène a semé la consternation chez les Français. Alors, certains s'y attendaient, mais n'en étaient pas sûrs. Enfin, véritablement, ça les surprend. Ça les surprend eux aussi. Et ils sont partagés entre résignation, abattement ou alors affolement, en fait, suicide même. Napoléon, c'est un peu pareil. Il y a de la colère aussi chez eux. Napoléon, c'est de la colère. Après, de l'abattement, une sorte de... Il dit à Lascaz, dans le fond, je n'aurais qu'à me jeter par-dessus bord et tout ça serait fini, y compris pour vous, parce que je fais souffrir tout le monde. Mais il se reprend assez vite. Il dit cette phrase magnifique à Lascaz, il dit « Mais il est trop difficile d'en finir avec l'espérance et la gloire. » Ça, c'est magnifique parce que, en fait, ça définit le personnage. Il comprend que se jeter par-dessus bord, ce n'est évidemment pas une espérance, mais c'est encore moins glorieux. Donc, en fait, Napoléon va continuer son chemin. Il se dit, puisque les choses sont ainsi, je vais poursuivre ma route, mais je vais espérer, et je vais espérer dans la gloire. Ce qui explique aussi qu'il ne veut pas de solution aventureuse, peu glorieuse, de choses comme ça, évidemment pas à hauteur de son personnage, mais Napoléon espère toujours, en fait,
quand il part pour Sainte-Hélène. Et puis bon, il faut le dire, puisque c'est au lointain, c'est un voyageur, finalement, se rendre dans l'Atlantique Sud qu'il ne connaît pas, c'est un certain attrait pour lui. Il se demande bien ce que peut être Sainte-Hélène, etc. Donc il a la curiosité d'un voyageur. Après la colère, l'abattement, la résignation, il reprend espoir, vie, et finalement, il reprend une assez bonne forme et une assez bonne humeur, il faut le dire. L'entourage de Napoléon, Thierry Lenz. pour autant qu'on puisse le savoir à travers leurs mémoires, leurs déclarations postérieures, se doute aussi que les choses vont se passer comme ça. Alors il se trouve que Lascaz raconte qu'il n'avait pas dit immédiatement qu'il parlait anglais, donc il a pu déchiffrer un certain nombre des intentions. C'est possible en tout cas au début, mais peut-être même que l'entourage était plus lucide que Napoléon, parce que moins impliqué, et puis se demandant toujours qui va finalement aller avec lui. Parce que c'était aussi la question. Dans l'entourage, il y a des gens qui veulent absolument aller avec Napoléon, alors pour des raisons diverses. Gourgaud, parce qu'il a toujours servi Napoléon et il a pour lui un amour à la fois absolu et irréfléchi. Lascaz, qui a bien compris qu'il y avait un petit bouquin à écrire. Montholon, qui se dit, au fond, voilà, comme je vais pouvoir y aller avec mon épouse, on va passer du temps, on va entrer dans la postérité avec l'empereur. Le seul qui est hésitant, c'est le général Bertrand, mais c'est le seul qui va vraiment remplir son service avec exactitude, avec politesse et comme un grand maréchal. Donc on voit déjà se former autour de l'empereur la cour de Sainte-Hélène et aussi les fractures à l'intérieur de la cour de Sainte-Hélène. Qui accompagnera Napoléon dans son exil ? Le choix est difficile. Marchand, son valet de chambre, était là quand la liste des accompagnants a été établie. En sortant de chez l'empereur, le grand maréchal tenait à la main la liste des personnes qui, plus heureuses que d'autres, devaient accompagner à Sainte-Hélène le plus beau et le plus complet génie des temps modernes. Ce choix tomba sur le grand maréchal, qui exprima son désir de suivre l'empereur partout où il irait avec sa femme et ses enfants. L'empereur avait inscrit le général de Montholon et sa famille, le comte de Lascaz, dont il avait déjà pu apprécier l'esprit et le savoir. Son fils partait avec lui. Le général Gourgaud, qui pouvait avec raison compter sur l'affection de l'empereur, fermait la liste des élus. Les Anglais autorisent Napoléon à emmener avec lui 3 officiers qu'il doit choisir parmi sa suite et un secrétaire. Alors les 3 officiers seront le plus important, le général Bertrand, qui a été grand maréchal du palais, qui est donc un des collaborateurs directs de Napoléon depuis longtemps, le général Gourgaud, qui a été son premier aide de camp, depuis là aussi des temps immémoriaux, et puis le général de Montholon, qui est un chambellan de l'empereur, qui s'est retrouvé être de service dans son entourage au moment de l'abdication, qui l'a suivi, et puis qui finalement se dit, tiens, je vais peut-être partir avec lui. Et puis comme secrétaire, on arrive à obtenir un secrétaire, ce qui n'était pas prévu. On va prendre Emmanuel de Lascaz, qui est conseiller d'État et qui est, on va dire, le civil de l'entourage très très proche. On peut dès à présent dire que Napoléon aime parler avec Lascaz parce que Lascaz n'est pas militaire. Avec les militaires, la conversation est toujours une conversation hiérarchisée, si vous voulez. Napoléon est le chef et les autres sont les exécutants. Avec Lascaz, c'est différent, c'est un peu l'intellectuel de la bande. Et donc, Napoléon va prendre véritablement du plaisir à discuter avec Lascaz, et réciproquement d'ailleurs, Lascaz est évidemment très content. En dehors de cette suite de généraux et du secrétaire, Napoléon est autorisé à emmener avec lui des domestiques, parce que c'est une époque aussi où on ne se déplace jamais sans ses domestiques, même lorsqu'on est un petit bourgeois. Donc, à plus forte raison, le général Bonaparte, qui est quand même un ancien empereur, on va l'autoriser à emmener avec lui des domestiques, les 2 principaux étant Marchand, son premier valet de chambre, qui est donc l'homme qu'il connaît le plus intimement, et puis le fameux Mamelouk Ali, qui est en fait, qui s'appelle Saint-Denis, qui est versaillais et pas du tout Mamelouk, qui va non pas être emmené à Sainte-Hélène comme Mamelouk, mais plutôt comme scribe, comme bibliothécaire, éventuellement comme valet quand on en aura besoin. Puis il y a un petit peu de valetaille pour les écuries, pour les cuisines et pour le service. Une fois toutes les formalités décidées, les Anglais choisissent un nouveau navire, le Northumberland, pour conduire Napoléon et sa petite suite dans son île-prison. On transfère Napoléon à bord du Northumberland parce que le Bellérophon est incapable de faire le chemin jusqu'à Sainte-Hélène. C'est un bateau qui est un peu vieux, qui vient d'être réparé, mais enfin, c'est un bateau qui est provisoirement remis en service. Donc on fait monter l'empereur
à bord d'un vaisseau un peu plus neuf, peut-être un peu plus confortable, et puis surtout qui pourra, sans encombre et sans réparation, faire le chemin jusqu'à Sainte-Hélène. Donc en fait, on va le transférer sur le Northumberland, qui est un navire qu'on est en train de radouber à la hâte. D'ailleurs, on va le repeindre. Enfin, il est en meilleur état et on pense capable de faire agréablement la traversée et c'est-à-dire de ne pas couler en fait, ce qui serait quand même pour les Anglais très vexatoire. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que le Northumberland était à ce moment-là, et c'est marrant, était en permission. En fait, ils ont été rappelés en 24 heures. Certains n'ont pas voulu revenir, ils ont été pendus. Les premières victimes, finalement, de la déportation à Sainte-Hélène sont des Anglais, en fait des marins anglais, qui ont été pendus parce que pour insubordination, pour ne pas avoir rejoint le bord. Mais voilà, bon, c'est encore dans la précipitation. Et Napoléon passe à bord du Northumberland, qui est commandé par l'amiral Cockburn, qui doit être celui qui l'amène à Sainte-Hélène et qui sera son premier geôlier sur l'île dans un premier temps. George Home, un marin anglais, décrit l'ambiance pesante qui règne à bord du Bellérophon lors du départ de Napoléon pour le Northumberland qui doit le conduire à Sainte-Hélène. Quelle pénible mélancolie envahit le navire. Si l'empereur avait dû être exécuté là, sur place, on n'aurait pas vu régner plus mortel silence. Nous aurions entendu une épingle tomber du mât. Au moment de quitter le bord, Napoléon se tourna vers nous, qui nous tenions sur le gaillard d'arrière, agita encore une fois la main en signe d'adieu et descendit l'échelle pour s'asseoir dans la chaloupe du Northumberland, entre Lord Keith et l'amiral Cockburn. Pendant ce temps en France, la nouvelle de la déportation de Napoléon ne suscite pas beaucoup de réactions. Napoléon va être très vite oublié. C'est ça qui est très curieux. Charles-Éloi Vial. Il va être très vite oublié et on va faire en sorte de le faire oublier très vite aussi puisque la propagande royale va se mettre en marche et l'on va très vite ne plus parler de l'empereur. On va très vite ni parler d'ailleurs du général Bonaparte. On va plus parler que du roi et de sa famille. C'est ce que je crois Charles de Rémusat qualifie de royalisme bête, c'est-à-dire que l'on va chanter les louanges et Bourbons et on ne parlera plus des années qui précèdent. Donc chape de plomb sur le sort de Napoléon. On sait qu'il est déporté à Sainte-Hélène. Il y a quelques publications qui essaie de décrire l'île qu'on ne connaît pas très bien à partir des traités de géographie de l'époque, des quelques cartes dont on dispose. Donc il y a quelques petites brochures qui paraissent sur Sainte-Hélène au début de l'automne 1815, il y a quelques caricatures naturellement, et à partir de là, Napoléon va un petit peu sombrer dans l'oubli. Il va y avoir quelques publications très ponctuelles, plutôt d'ailleurs imprimées en français à Londres et puis importées plutôt secrètement en France, mais Napoléon va être oublié. Ça n'est que quasiment au moment où il meurt en 1821 qu'on va se souvenir de son existence. Les Français, à bord du Northumberland, voient s'éloigner les côtes et sont en route vers leur destin tragique. Montaudon écrit: Plusieurs fois la terre de France nous apparut comme une ombre vague et informe, apparaît dans un rêve quand l'âme ou la pensée sont atteintes d'une impression fébrile. Mais dès que l'espoir de reconnaître un point de la côte allait se réaliser, le signal maudit de virer de bord était pour nous comme le réveil qui détruit l'illusion d'une douce rêverie. L'empereur s'arrêta, regarda la côte et, ôtant son chapeau, dit avec émotion: « Adieu, terre des braves, je te salue. Adieu, France, adieu. » Le chemin pour Sainte-Hélène est interminable. C'est de la navigation à voile, qu'il faut faire de l'eau, il faut se ravitailler, et que quand les vents sont contraires, on n'avance pas beaucoup. En revanche, quand il y a une tempête, on est très malade. Donc c'est un voyage long, pénible. Napoléon, au fond, ne va pas toucher terre pendant 3 mois. Tous ceux qui ont fait un peu de bateau savent très bien que même quelques jours, c'est assez perturbant sur le plan de l'organisme. Et là, on est vraiment sur un très très long voyage. Il faut savoir que les Anglais, alors, Pierre Brandin, manient à la fois la sévérité et parfois des vexations, on l'appelle en général, etc. Mais alors, ils ont choisi un itinéraire plus lent que d'habitude parce qu'en fait, ils veulent passer le long des côtes africaines pour être sûr que Napoléon ne manque jamais de rien. C'est-à-dire que s'il veut des fruits frais, il aura des fruits frais, il aura toujours de l'eau fraîche. Enfin, c'est quand même paradoxal chez eux, c'est qu'ils veulent bien le traiter. Alors, est-ce que c'est pour apparaître dignement aux yeux de la presse, parce qu'ils ont quand même une opinion publique, une presse qui est libre, pas autant qu'aujourd'hui, mais enfin quand même. Donc, ils veulent avoir le beau rôle, parce qu'ils ont quand même un rôle de geôlier, de gardien de prison, mais enfin, ils veulent affirmer qu'ils sont humains, qu'ils prennent certains égards, ce qui est vrai d'ailleurs, on ne peut pas leur dire. Alors, ils le font sans doute par calcul, pas toujours
toujours, non, eux non plus. Est-ce qu'ils veulent mettre Napoléon dans les meilleures conditions possibles pour éviter tout ennui parce qu'ils le craignent? C'est possible aussi. En fait, tout se mêle, mais toujours est-il, quand son officier, enfin, le général de Montholon, s'étonne que le navire mette autant de temps, eh bien, en fait, on lui répond, mais vous savez, c'est pour votre confort, en fait, hein, parce qu'il y a un navire, pas le Northumberland, mais c'est pas seulement le Northumberland qui part, hein, c'est toute une flotte qui part entourer Napoléon, des milliers d'hommes qui vont être ses gardiens, etc. Mais voilà, aussi des navires qui font le ravitaillement et qui, en permanence, achètent sur les côtes africaines ou sur les îles qu'on croise de quoi ravitailler et que la table de Napoléon reste digne. Ce qui agrémente le voyage aussi. Le Northumberland franchit la ligne, c'est-à-dire l'équateur. Il y a une cérémonie qui se passe à bord, qui est classique, qui était classique à l'époque, où en fait Neptune sort des mers et puis comme ça baptise tous ceux qui passent la ligne pour la première fois. Bon, Napoléon ne sera pas aspergé de goudron ou d'eau, quand même, on va les respecter, mais Napoléon de loin participe à la cérémonie, mais surtout veut remercier les soldats, comme c'était la coutume, donc il veut les remercier. Il a emporté des pièces d'or, d'argent, donc il veut les distribuer aux matelots. L'amiral Cockburn, par peur, par crainte encore, va retenir cet argent et ne distribuera qu'une fois arrivé à Sainte-Hélène parce qu'il a peur d'une mutinerie à bord. Il faut quand même pas oublier que les révoltés du Bounty, c'était pas si loin. Voilà dans quelle atmosphère on est. On est quand même dans une atmosphère où les chefs anglais sont sur le qui-vive en permanence et en deviennent détestables parce qu'ils se méfient de tout et même des choses les plus insignifiantes. Voilà, ce seul fait que Napoléon puisse distribuer de l'argent. Plus tard, à Sainte-Hélène, il voudra franchir des esclaves. Ils lui interdiront parce qu'ils auront peur que Napoléon ligue tous les esclaves de l'île de Sainte-Hélène contre eux. Enfin, à chaque fois, en fait, il se méfie de la moindre démarche de Napoléon parce qu'il la pense calculée, intéressée pour quelque chose qui n'est pas vrai. Bon, ça peut arriver, évidemment. Napoléon est un politique, mais bon, dans l'ensemble, c'est plutôt une démarche spontanée. Napoléon aime séduire. C'est un homme politique qui aime séduire ses contemporains. Donc, il aime bien séduire ses contemporains. Et puis surtout, c'est quelqu'un qui a le contact facile, en fait. Il s'approche de marins, mais aussi bien du mousse que de l'amiral, et puis il va lui poser 20 questions. Il va vraiment converser avec lui. Il va pas seulement passer, être un peu suffisant et dire c'est bien mon brave. Enfin, il n'est pas comme ça. Donc il va lui dire mais combien de temps vous travaillez? C'est intéressant. Et votre famille, et votre femme. Enfin bon. Donc c'est surprenant. Et c'est Napoléon. Je veux dire, vous avez face à vous celui qui a conquis l'Europe. Donc je veux dire, vous êtes forcément interloqué. Donc alors Napoléon, c'est un mélange de séduction et d'intérêt chez lui, parce que c'est un homme curieux. Ce qui va le séduire dans ce voyage de 67 jours en mer, c'est qu'il découvre un univers de l'Atlantique qu'il ne connaît pas. Et donc, on sait que, par exemple, quand on lui annonce que, bien, on aperçoit des requins puis des baleines, etc., on sait qu'il est monté, il a couru sur le pont pour les apercevoir. Et l'un des témoins, le chirurgien Warden, dira que il lui a vu les yeux d'un enfant, en fait, d'un enfant curieux qui continue à s'émerveiller. Alors, pourtant, la carrière de Napoléon aurait dû plus que le blaser. Non, Napoléon continue à s'émerveiller et finalement aime cette nouveauté et se nourrit de ça. Le voyage est long. Thierry Lenz. Napoléon a au fond assez peu de contact avec les Anglais, mais c'est un homme très charismatique. Donc dès qu'il apparaît, il sait quoi dire, il sait quoi faire, il sait se faire aimer des marins, se faire aimer des soldats. Si je puis dire, c'est véritablement son truc. En revanche, au départ, il s'ennuie. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors il lit beaucoup, il discute beaucoup avec ses officiers, il interroge même des officiers britanniques, et puis apparemment, comme on n'a pas d'autres témoignages, il faut qu'on prenne celui-ci, c'est Lascaz qui lui donne l'idée de commencer à écrire ses mémoires. Sire, nous vivrons du passé. Il y a de quoi nous satisfaire. Ne jouissons-nous pas de la vie de César et de celle d'Alexandre? Nous vivrons mieux. Vous vous relirez, sire. Au début, ce sont véritablement les mémoires de Napoléon dont il est question et non pas du mémorial de Sainte-Hélène. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de textes qui nous sont venus de Sainte-Hélène. Il y a véritablement ce qu'on appelle
les mémoires de Napoléon, qui sont donc des textes qu'il a dictés, corrigés, fait recopier pour être sa propre histoire, donc il en est l'auteur. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on pourrait appeler les mémoriaux, c'est-à-dire tout ce qui est le témoignage indirect de ses compagnons. Alors, sur le Northumberland, Napoléon commence la dictée, l'étude de ses mémoires. Il veut se comporter en historien, c'est presque touchant à quel point Napoléon se dit « mais tiens, je vais étudier ce personnage qui a été moi ». Mais je ne suis plus lui, donc je vais l'observer, et donc il fait un véritable travail d'historien. Il prend de la documentation, il demande à ses officiers de lui faire des notes sur telle bataille à laquelle ils ont assisté, sur tel épisode, etc. Et puis il se met à dicter véritablement ses mémoires. Alors, ce travail commence sur le Northumberland, et il se terminera quelques semaines avant sa mort. Donc il a passé la captivité aussi à faire un métier d'historien, métier un petit peu particulier puisqu'il était historien de lui-même. L'empereur continuait régulièrement chaque matin ses dictées, auxquelles il s'attachait chaque jour davantage. Ainsi, les heures lui semblaient-elles moins lourdes. Il rêvait quelques minutes, puis se levait, se mettait à marcher et commençait à dicter. Dès cet instant, c'était un tout autre homme. Tout coulait de source. Il parlait comme par inspiration. Les expressions, les lieux, les dates, rien ne l'arrêtait plus. Lascaz est un nouveau venu dans la galaxie napoléonienne. Il a été son chambellan, mais Napoléon ne le connaît pas. Il a rédigé un atlas. C'est un homme de lettres. Qu'est-il venu faire ? Il a de la fidélité, de l'admiration pour l'empereur, mais enfin, il est venu aussi tenir un journal. Il a très clairement une idée de publication derrière la tête. Venu en reportage finalement aussi, même si il apprécie le personnage, etc. Mais Lascaz, qui est un personnage cultivé, qui plaît à Napoléon. Alors pourquoi il plaît à Napoléon ? Parce que aussi il dit toujours oui. Napoléon n'aime pas les gens qui lui résistent, ça vous étonnera pas. Lascaz est un personnage plutôt pas servile, mais voilà, quelqu'un qui ne contrarie pas Napoléon, mais enfin quand même qui a de la conversation, qui pose des questions, qui a du raisonnement, etc. Donc il plaît à Napoléon et en fait il devient le favori de Napoléon assez rapidement. Donc il loge avec lui, il recueille ses confidences et il comprend là qu'il va avoir des confidences exceptionnelles et c'est pour ça qu'il est en train d'écrire ce journal. Alors, il ne faut pas perdre de vue que Lascaz écrit quand même un journal de manière contemporaine et lui ne connaît pas, comme Napoléon, la suite, la fin de l'histoire. Il ne peut pas savoir que Napoléon va mourir à Sainte-Hélène. Donc, dans un premier temps, ce qu'il écrit, sa version que nous qualifierions à chaud, c'est quand même une version d'un Napoléon qui avance et qui est encore bien vivant et qui effectivement se raconte, parce que Napoléon se raconte à tout le monde. Mais Napoléon le fait, certes, pour imprimer la postérité, ça c'est sûr, mais enfin, il le fait pour aussi influencer ses contemporains. Donc, je veux dire, certes, il travaille à sa postérité, mais bon, il n'est pas le premier homme politique. Enfin, surtout, il n'a pas été le dernier à écrire ses mémoires pour revenir sur la scène politique. Citons que le général de Gaulle, avec ses mémoires de guerre, par exemple, est revenu ensuite. Donc, voilà, bon, Napoléon n'a pas forcément ce plan préétabli, mais il ne faut pas perdre de vue que ce que Napoléon confie à Lascaz n'est pas forcément une confidence d'outre-tombe, parce que Napoléon n'a pas l'intention d'en finir avec la vie, tout de suite du moins. Donc, je veux dire, ce qu'il dit sont encore des propos finalement de quelqu'un qui se défend et qui cherche à maintenir une position médiatique parmi ses contemporains encore. Napoléon n'est pas passé dans l'au-delà, nous n'y sommes pas encore, et je veux dire, il parle encore à ses contemporains avant tout, avant de nous parler à nous, les générations suivantes. Après 2 mois et demi de traversée, Sainte-Hélène apparaît enfin au loin. La vision inquiétante et déprimante de cette île volcanique est un nouveau choc pour Napoléon et les siens. Vu de la mer, Sainte-Hélène a l'air d'être véritablement un rocher fermé, très noir. On voit absolument aucune végétation lorsqu'on arrive par la mer et on se dit, tiens, au fond, c'est véritablement, comme disait Madame Bertrand, une île chiée par le diable entre les deux mondes. C'est comme ça qu'elle avait défini l'île de Sainte-Hélène. Napoléon savait où se trouvait Sainte-Hélène. Je pense que tous les Européens un peu cultivés savaient où se trouvait Sainte-Hélène parce que c'était le point de passage obligé pour passer le cap de Bonne-Espérance, mais ne s'attendait peut-être pas à cette vision-là. Gourgaud observe Napoléon qui voit Sainte-Hélène pour la première fois le 15 octobre 1815. Après être resté en panne de 9h du soir à 6h30 du matin, on jette l'ancre à midi. J'étais dans la cabine de l'empereur.
lorsque nous nous sommes rapprochés de l'île, et il s'écria en la découvrant... Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Je serais à présent l'empereur de tout l'Orient. Puis il rentre dans sa cabine à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il n'a peut-être pas envie de voir s'approcher cette espèce d'énorme rocher. Alors l'île de Sainte-Hélène est située dans l'Atlantique Sud, elle est très lointaine. Elle se situe à plus de 2000 km des côtes africaines et 3000 km des côtes brésiliennes, donc c'est vraiment perdu. La première terre la plus proche, ce sont les îles d'Ascension et de Tristan d'Acunha. Alors quand je dis proche, c'est 1000 km, donc vous voyez quand même, on est quand même assez loin, donc c'est quand même un rocher perdu dans l'océan, il faut le dire. Alors c'est quand même à l'époque pas si perdu que ça, dans le sens où c'est une escale sur la route des Indes. Il n'y a pas encore le canal de Suez, donc on passe par le cap de Bonne-Espérance, et Sainte-Hélène est un point d'arrêt des navires. C'est d'ailleurs sa fonction principale. Si Sainte-Hélène appartient à la Compagnie des Indes, c'est parce que justement elle est sur la route des Indes et qu'en fait les navires ils font escale, réparent leurs avaries, radoubent, reprennent des provisions, etc. Donc en fait Sainte-Hélène n'est pas une prison. On n'envoie pas les gens là-bas en prison. En fait c'est plutôt un endroit finalement assez fréquenté. C'est un petit peu aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler en fait une escale. C'est une escale de bateau, mais comme on dit aujourd'hui un terminal d'aéroport qui fait la liaison avec d'autres. Mais néanmoins voilà, pour les Anglais il va falloir la transformer en prison parce que c'est tout autre chose. Quand le navire arrive en vue de Sainte-Hélène, c'est sa suite qui est d'abord là encore plus abattue, parce qu'elle n'a pas du tout repris espoir. Elle est très abattue. Elle pense à juste titre que ça va durer très longtemps. Ça va durer très longtemps parce que Napoléon est en bonne forme et que ça risque cette affaire durer longtemps. Et on est très loin de la France, des familles. Enfin bon, on est très inquiet. Et surtout quand on va arriver à cette île qui est très impressionnante, c'est un ancien rocher volcanique, un peu écroulé, mais enfin les falaises restent hautes, noires, sinistres. Après 67 jours de mer, on s'est arrêté pas loin des Açores, mais on a vu que de l'océan pendant presque 60 jours. Tout d'un coup, on voit ce rocher noir apparaître, assez impressionnant. Sainte-Hélène, c'est la superficie exactement de Paris, 122 km². C'est à peu près, d'ailleurs, la configuration comme ça en ballon de rugby de Paris. C'est haut, ça paraît sinistre, ça ressemble vraiment à une prison. Je veux dire, donc, c'est ce que diront ses compagnons qui ont observé Napoléon, qui est impassible, qui ne me dit rien, qui lui, sans doute, s'interroge, essaie peut-être de penser comment peut-il s'en échapper, etc. Enfin, pas militairement, etc. Mais peut-être est-il déjà lui dans d'autres circonstances. Mais enfin, il ne va pas dire c'est mon tombeau. C'est les autres qui disent oui, là on est arrivé dans un tombeau, les Anglais nous ont bien piégés. Mais Napoléon reste impassible et finalement encaisse encore les coups. Lui, finalement, il se dit bon, ça prendra peut-être du temps, mais j'ai pas encore joué toutes mes cartes. Les mots de Lascaz reflètent à merveille le drame que sont en train de vivre les Français et l'inquiétude de Napoléon. On s'attendait à voir Sainte-Hélène ce jour-là même. L'amiral nous l'avait annoncé. À peine étions-nous sortis de table qu'on cria « Terre !» L'empereur gagna l'avant du vaisseau pour voir la terre et crut l'apercevoir. On voyait une espèce de village encaissé parmi d'énormes rochers arides et pelés qui s'élevaient jusqu'aux nues. Chaque plateforme, chaque ouverture, toutes les crêtes se trouvaient hérissées de canons. L'empereur parcourait le tout avec sa lunette. J'étais à côté de lui. Mes yeux fixaient constamment son visage. Je n'ai pu surprendre la plus légère impression. Et pourtant, c'était là désormais peut-être sa prison perpétuelle. Peut-être son tombeau. Prochain épisode, l'Évangile de Sainte-Hélène. Pour emprisonner Napoléon, les Anglais déploient un dispositif militaire sans précédent pour le surveiller nuit et jour. Petit à petit, l'ancien maître de l'Europe comprend que sa carrière est finie. Il va dorénavant façonner sa légende. Ce n'est plus la splendeur des Tuileries, mais qu'importe.
Si je suis déchu de ma puissance, je ne le suis pas de ma gloire. Je conserve mes souvenirs. Mon âme est libre et indépendante, comme lorsque j'étais à la tête de 300 000 hommes. L'injustice et la force peuvent maltraiter mon corps, mais la réprobation de tous les peuples et celle de la postérité me vengeront. Merci à Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda, Charles-Éloi Vial et Thierry Lenz. Avec Jean Furst dans le rôle de Napoléon et Alain Éloi pour tous les autres personnages. Tous les épisodes de la série Le Crépuscule de l'Aigle, consacrés aux dernières années de Napoléon, sont disponibles sur la page podcast du site lapremière.be ou sur Ovio.